Jérôme Sainte-Marie, bonjour. On te reçoit pour Bonjour. ton dernier livre, Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme, qui est sorti hier, le 7 novembre aux éditions du CERF. C'est un livre dans lequel tu te proposes d'analyser le triomphe de ce que tu appelles le bloc élitaire, concept qui est le tien depuis plusieurs années déjà, et la période actuelle, celle qu'on connaît bien, des gilets jaunes, de l'opposition au macronisme, avec une autre époque, inattendue, au XIXe siècle, celle des années 1848-1851. Alors j'ai deux questions. Pourquoi avoir choisi de faire ce livre-là? Et pourquoi avoir choisi l'analogie avec cette période-là? Alors déjà, tout d'abord, Étienne, je suis ravi d'avoir cet entretien avec toi et je remercie, au-delà de ta personne, bien sûr, critique de la raison européenne, Merci. de m'accueillir. C'est très difficile de dire pourquoi on écrit un livre. En l'espèce, c'est d'abord pour essayer de tirer des enseignements généraux, de dessiner un cadre général et ne pas en rester à ces différentes analyses que je peux faire ponctuellement pour différents médias, notamment pour le Figaro Vox. Donc là, c'était une façon d'approfondir quelques intuitions qui me semblaient avoir eues durant les 2 dernières années. Et ça tient surtout au fait que ces 2 dernières années ont été, à mes yeux, une période inhabituellement intéressante pour l'analyse politique. J'ai malheureusement vu quelques décennies si vous voulez, d'actualité. C'était parfois dans un profond, les alternances se succédaient, selon des règles extrêmement bien codifiées. On avait, au-delà du commentaire, des chiffres de sondage, puisque c'est quand même mon activité principale, on n'avait pas grand-chose à dire. Là, inversement, les règles du jeu ont été profondément bouleversées avant même l'élection présidentielle, et ce profond renouvellement de la vie politique française s'est poursuivi et s'est accéléré sous Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs, la transition est parfaite avec la seconde partie de la question, c'est-à-dire pourquoi avoir utilisé, suivi tout au long du livre, puisque j'en fais même, j'en tire même les citations en exergue des différents chapitres, pourquoi avoir suivi cet événement, cette série d'événements entre 1848 et 1851, et la lecture qu'en a eue Karl Marx dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Tout simplement, je m'intéresse en réalité davantage à la lecture qu'en a eue Karl Marx qu'aux événements eux-mêmes. Les événements, je les utilise parce que là aussi, durant la Deuxième République, entre 1848 et 1851, il y a une série d'événements tout à fait importants, tout à fait nouveaux, et c'est également une période où la société est obligée de se regarder en face et obligée d'inventer de nouvelles règles du jeu. Je le rappelle, après la révolution de février 1848, qui met fin au règne de Charles X, et qui permet l'instauration de la Deuxième République. Alors cette révolution, elle se passe bien, au sens où les différents groupes sociaux sont à peu près unifiés. Ça ressemble un petit peu aux Trois Glorieuses qu'il y a eu 18 ans plus tôt. Il y a donc cette révolution, ce n'est pas rien. Il y a l'élection d'une Assemblée nationale qui va se révéler profondément conservatrice et qui va mettre fin aux différentes expériences de politique sociale, telles que les ateliers nationaux qui sont mis en place par le gouvernement provisoire, au profit notamment du petit peuple parisien qui est touché par le chômage. Après, il y a justement la fin des ateliers nationaux, qui entraîne la révolte dans l'Est parisien. Cette révolte, c'est-à-dire la révolution de juin 1848, enfin les 4 journées, cette révolte est écrasée de manière véritablement impitoyable, des milliers de morts, des combats très importants. Il y a 5 généraux français qui sont tués à cette occasion, et le rétablissement donc de la République bourgeoise dans des conditions vraiment dramatiques. Et puis après, vous avez d'autres événements intéressants, différentes crises parlementaires, et puis finalement, le 10 décembre 1848, l'élection à la première élection présidentielle française, au suffrage universel, masculin à l'époque, l'élection de Louis Bonaparte, qui, les crises politiques et sociales se succédant, finit par déclencher un coup d'État le 2 décembre 1851, et c'est là le début du Second Empire. J'étais un peu long, mais ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est bien sûr
il y a une part de jeu assez importante, de mieux comprendre notre situation présente en regardant tout ce qu'il y avait de semblable et surtout tout ce qu'il y a de différent, de raisonner par contraste en quelque sorte, mais essentiellement tout de même. C'est l'exercice qu'a fait Karl Marx en 1852, de confronter les théories qu'il avait déjà en matière d'analyse sociale et politique. Il les a confrontées à la série d'événements de 1848 à 1851, et moi, à mon tour, je confronte les théories de Karl Marx, les concepts de Karl Marx, à la situation que l'on vit depuis près de 3 ans. Il y a une citation de Karl Marx, justement, qui critique Victor Hugo, qui, moi, m'a semblé intéressante par rapport à la situation actuelle. Alors, je vais la lire. Karl Marx dit de Victor Hugo: l'événement lui-même lui apparaissait comme un éclair dans un ciel serein. Il n'y voit que le coup de force d'un individu. Il ne se rend pas compte qu'il le grandit ainsi, au lieu de le diminuer, en lui attribuant une force d'initiative personnelle sans exemple dans l'histoire. Et là tu dis, on pourrait faire un parallèle sur plusieurs ouvrages consacrés à l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, au-delà de ceux qui ont mis une romance derrière lui, qui ont personnalisé son pouvoir par rapport à la foule, il y a surtout une logique de système, de bloc sociologique. Oui, absolument. C'est-à-dire, je ne pense pas que le macronisme est créateur de lui-même, et je ne pense même pas que le macronisme est créé par Emmanuel Macron. Ça m'avait semblé, lors d'un livre précédent, Le Nouvel Ordre démocratique, écrit en 2015, il me semblait déjà, à l'époque, je n'avais pas envisagé l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, donc c'est peut-être pour ça que le livre n'a pas eu tellement de retentissement, mais il me semblait absolument inévitable, donc, à l'été 2015, qu'on allait vers une réunification des libéraux de droite et de gauche, et on allait sortir du clivage gauche-droite en faisant partie à l'occasion du scrutin 2017. J'avais pas du tout Emmanuel Macron en ligne de mire à l'époque. Et donc, je suis toujours frappé par les livres, les articles que je lis, les vidéos que je vois, où des gens, que ce soit pour encenser Emmanuel Macron, ou peut-être plus souvent pour le vilipender, les gens en font quelqu'un absolument omnipotent, au point que même parfois désormais on déclare que c'est lui qui a choisi Marine Le Pen comme principale opposante, en oubliant très rapidement que les mêmes personnes, il y a 2 ans, expliquaient avec autant d'assurance et autant de conviction que c'était bien sûr Emmanuel Macron qui avait choisi Jean-Luc Mélenchon comme principal opposant. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a me semble-t-il, d'une part, il y a l'autonomie du politique, l'autonomie des citoyens, mais il y a également des forces sociales qui me semblent, c'est une lecture directement inspirée de Karl Marx, ça va sans dire, mais en fait qui est partagée par l'essentiel, sans le dire ouvertement, des personnels politiques que je fréquente. Ils sont tous à peu près persuadés que c'est bien des forces sociales qui sont à l'œuvre, et que les formes politiques ensuite, y compris d'ailleurs les candidats, etc., essayent, et les discours bien entendu, essayent de canaliser au mieux ces forces qui sont à la manœuvre, et puis tout cela se déroulant par ailleurs dans un corset institutionnel qui a des conséquences assez importantes. Karl Marx l'avait bien noté pour les événements de 48 à 51, au 19e. Désormais, on peut aussi, on en parlera, voir que ces aspects institutionnels, l'organisation du jeu politique, pèsent quand même très lourdement. Mais alors, toi tu parles de ces blocs, de ces forces à l'œuvre qui dépassent les dynamiques individuelles. Il y a justement 2 concepts qui ont fait florès dans le langage courant, quand quelqu'un veut émettre une analyse politique, c'est de bloc populaire et de bloc élitaire. J'ai constaté avec plaisir que dans ce livre-là, tu définis ce qu'est le bloc élitaire. Et tu expliques qu'il est composé de 3, tu fais une typologie en fait de ton bloc élitaire, tu expliques qu'il est composé de 3 groupes: l'élite réelle, l'élite aspirationnelle et l'élite par procuration. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots là? Quels sont ces 3 éléments? Alors déjà, le terme de bloc populaire, de bloc élitaire, depuis que je les ai mis un peu dans le débat, si vous voulez, si tu veux, ces termes-là, ça claque bien. Ouais. Et c'est souvent repris comme de simples formules quasiment marketing. Ouais. Et
souvent c'est utilisé de manière un peu sauvage, on va dire. C'est une des raisons qui m'a poussé d'ailleurs à écrire ce livre, pour essayer de faire passer l'idée que derrière ce terme de bloc élitaire ou bloc populaire, il y a autre chose qu'une simple formule. Un bloc au sens, alors cette fois-ci c'est plutôt la notion de Gramsci, mais qui s'inspire. Bloc historique. Gramsci, c'est 95% de marxisme en fait. Hein. Ah. Il s'inspire énormément donc de l'œuvre de Marx, et donc c'est ce qu'il développe à travers la notion effectivement de bloc historique. Un bloc, déjà, c'est pas une simple coalition politique ou une simple alliance de classes, superposition de catégories socio-professionnelles dans un vote, par exemple. Un bloc, je ne vais pas le définir maintenant complètement, mais il faut bien voir que c'est l'articulation d'au moins 3 niveaux, c'est-à-dire le politique, bien entendu, et là on voit la traduction de ces blocs dans les scrutins nationaux, mais c'est donc le politique, l'idéologique et le social. L'idéologie faisant en fait le lien entre les intérêts, la prospérité des groupes sociaux, pour ne pas dire les classes sociales, et ensuite la traduction politique. Dans le cas présent, il y a un bloc historique clairement existant, c'est le bloc élitaire. Parce qu'on tu as remarqué, souvent on dit les élites contre le peuple. C'est bien sûr absurde, personne n'y croit, tout le monde comprend bien que le premier terme est trop restrictif, les élites, et le second, le peuple, est trop inclusif. Les élites appartiennent d'une certaine manière aussi au peuple. Donc on ne dit plus grand-chose quand on dit cela, et on ne comprend pas comment Emmanuel Macron, surtout, a pu accéder au pouvoir et s'y maintenir, et pourquoi il peut parfaitement être réélu en 2022. Le bloc élitaire, me semble-t-il, est constitué de 3 niveaux, de 3 cercles plus ou moins concentriques. C'est-à-dire le premier niveau, c'est bien sûr l'élite. Ça existe. On peut appeler ça, même si on veut, la caste, l'oligarchie ou les meilleurs. Mais ces gens-là se lèvent 1%. C'est-à-dire ceux qui ont la propriété des moyens de production, pour dire les choses de manière classique, ont la propriété des grandes sociétés et par exemple des grands médias, ça pèse dans le débat politique, mais également ceux qui ont une action dirigeante en occupant les différents postes de la haute fonction publique. C'est véritablement la classe dirigeante, qui est forcément extrêmement réduite. Ceux-là, beaucoup d'entre eux, en tout cas, ont adhéré dès le départ au projet macronien. Ça leur a paru une excellente solution pour la défense de leurs intérêts, pour la défense aussi de leurs valeurs, et puis du pont entre les intérêts et les valeurs qui peuvent être par exemple l'Union européenne, et sa défense, la défense des traités, tout cela. Ceux-là, ils étaient quand même menacés par la montée de ce qu'ils appellent les populismes, et la réunification de la gauche et de la droite, ça leur a paru une très très bonne chose. Et ils se sont largement rencontrés. Il y a un événement, un lieu, si vous voulez, qui est très symbolique de cela, c'est bien sûr la commission Attali, qui est littéralement le berceau de l'entreprise macronienne. Ça, tout le monde le dit, donc je ne vais pas insister. Par rapport à Emmanuel Macron, il y a un second niveau, c'est bien sûr celui des cadres supérieurs. J'insiste sur le fait que c'est les cadres supérieurs du privé, mais également du public. Ceux qui adhèrent de manière naturelle à l'idéologie et au discours, tout simplement, d'Emmanuel Macron, parce que c'est la justification de leur être social, de leur mode d'existence, et de leurs revenus, tout simplement. Ceux-là, ils ont besoin d'y croire, parce qu'ils espèrent en être. Ils veulent, c'est limite aspirationnel, c'est ceux qui veulent ressembler, adhérer, certains d'entre eux y arriveront. Ça, c'est les cadres. Ce sont les cadres. Et les cadres, ils restent fidèles. Ils restent fidèles à Macron et ils manifestent un soutien important lors des différentes crises et notamment lors du phénomène des Gilets jaunes. Voilà. Ils restent même fidèles au-delà de ce que leurs intérêts matériels immédiats pourraient les amener à faire. On sent parfois que ça flotte, comme actuellement d'ailleurs, dans les sondages, parce que même s'ils ne sont pas tellement bénéficiaires en réalité de la politique d'Emmanuel Macron, ça correspond, son discours, son être, correspond tellement à ce qu'ils sont et à la manière dont ils espèrent dont ils se considèrent, dont ils veulent se considérer, qu'ils ont partie liée avec le macronisme. Ça, par exemple, c'est le vote stratosphérique de Macron à Paris. Par exemple, au second tour, il fait 92%. Oui, les cadres, c'est pas uniquement la richesse, mais effectivement, il y a un lien maintenant de plus en plus. Le symbole de ce électorat-là, c'est quand même Paris. Ce qui cimente ce bloc élitaire, on va y revenir, c'est bien sûr l'argent. C'est l'argent et les valeurs qui vont avec, si vous voulez. Là, j'inverse un peu la problématique habituelle, ça sans doute, mais enfin bon,
c'est bien sûr lié à mes mauvaises lectures. Dernière chose, tout ça fait du monde, mais là on doit être à 10-15% du corps électoral, on est quand même encore assez loin du compte. Il y a le renfort d'une catégorie tout à fait importante, on va y revenir dans le détail ensuite, c'est ce que j'appelle l'élite par procuration, on pourrait même dire par précaution, les mots n'ont pas d'importance, c'est de ceux qui considèrent que leurs intérêts vitaux sont le mieux défendus par l'élite, même s'ils n'ont pas forcément eux-mêmes des revenus si importants que cela. Donc eux, ce n'est pas la défense de l'argent qu'ils ont, mais disons que c'est plutôt, même s'ils ont peu d'argent, ils considèrent qu'il faut faire confiance aux hommes qui savent attirer l'argent pour maintenir leur mode de vie. Ça, ce sont essentiellement les retraités. Ouais. Les retraités, c'est très particulier en France, à cause du système de retraite par répartition. Ils sont devenus, en quelque sorte, quel que soit le montant de leur retraite, les actionnaires de la société française. Et on s'aperçoit, et ça ne date pas d'Emmanuel Macron, que les retraités ont toujours défendu les réformes libérales, notamment celles qui concernent le Code du travail, de la même manière que les retraités sont toujours plus favorables que les autres au retardement de l'âge du départ en retraite. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils ont besoin d'avoir à la tête du pays quelqu'un qui sait diriger, quelqu'un qui sait contrôler les actifs, qui empêche justement que la dépense publique aille trop vers d'autres qu'eux-mêmes. Donc c'est quelqu'un qui inspire la confiance. Tu es en train quand même de dire qu'il y a une dimension fantastiquement égoïste dans l'attitude du retraité qui veut pas que ça ruisselle, pour reprendre un mot macroniste, rationnellement. Le retraité se comporte le mot égoïste est peut-être fort, comme l'actif qu'il a été peu de temps auparavant. C'est-à-dire qu'effectivement, il défend ses intérêts, sauf que le retraité, il est dans une situation de dépendance très forte par rapport au pouvoir politique. C'est assez curieux la situation du retraité contemporain en France. Il ne vit plus de son travail, actuel, mais de son travail passé, de son travail mort, si je veux dire. Et il vit également du travail bien vivant, celui-ci, des actifs. Et le passage, la traite, le respect de la traite qu'il a tiré sur la société par son travail, ce passage-là, comme ce n'est pas une retraite par capitalisation, ce passage et le respect de son droit sur le travail d'autrui, désormais, il est garanti par l'État, et donc par l'exécutif. Et là, il a besoin d'avoir une grande confiance dans son exécutif. C'est un formidable atout, cette situation objective des retraités, c'est un formidable atout pour Emmanuel Macron. C'est inversement un très grand handicap pour Marine Le Pen, qui au premier tour de la présidentielle, n'avait fait que 14% parmi les retraités. On voit avec ce genre d'exemple d'ailleurs à quel point les choses se jouent, me semble-t-il, essentiellement sur le plan économique, bien plus que sur le plan des valeurs, et pour ne rien dire des considérations sur les générations. Tu ne crois pas aux considérations générationnelles? Pour ainsi dire, pas, non. Enfin, pas actuellement, en tout cas. Tu ne crois pas aux milléniaux, aux boomers? Non, je crois que c'est dans mon petit domaine, qui est fondamentalement électoraliste, ces considérations, sincèrement, ne me semblent pas avoir la bonne pertinence. D'accord. Donc, les retraités, la convergence, tu parles de la convergence des libéralismes, ce que tu appelles la convergence des bourgeoisies. Dans ton passage, quand tu parles de bloc élitaire, d'un point de vue sociologique, il vise l'unification des couches sociales dominantes. Sur le versant idéologique, il a réalisé la convergence entre le libéralisme culturel et le libéralisme économique. Tu cites abondamment Michéa. Voilà. Donc tu veux dire par là que les bourgeoisies se sont retrouvées dans les deux formes de libéralisme et que quand on appartient au bloc élitaire, d'une certaine manière, on est forcément libéral, libertaire. Est-ce que c'est ça la conclusion qu'il faut dire, ou alors est-ce que on peut considérer qu'il peut y avoir une forme de libéralisme conservateur? Non, aujourd'hui, quand on est libéral, on est forcément libertaire, ou je me trompe? Non, pas forcément. Il y a encore, notamment dans l'électorat qui demeure de droite, il y a encore effectivement des gens qui considèrent qu'on peut articuler, c'était la grande promesse de François Fillon, au fond, articuler un programme de libéralisation économique du pays. Enfin, ça signifie également accepter les traités internationaux libéraux, qui n'ont pas que des volets économiques, si on fait attention.
en tout cas qui concerne beaucoup les industries culturelles. Et donc ces gens-là considèrent, c'était la grande promesse de la droite depuis des décennies, et une bonne partie des Français y ont cru, que l'on pouvait développer le libéralisme économique ou le retrouver sans pour autant céder au libéralisme culturel. La gauche d'ailleurs c'était le contraire, c'est-à-dire qu'elle disait, on va, après 68 notamment, on va avoir un libéralisme culturel toujours plus important, mais ça ne nous oblige pas du tout à aller vers le libéralisme économique. Macron, c'est pas du tout ce qu'il fait. Mais c'est une solution originale, justement. Est-ce que justement le macronisme et ce triomphe libéral-libertaire n'est pas la preuve que les contradictions entre d'un côté une droite libérale mais conservatrice et de l'autre une gauche qui se disait antilibérale mais plutôt libertaire sur le plan culturel, que ces contradictions-là sont arrivées à leur terme? C'est-à-dire qu'en fait, le libéralisme triomphant produit, dans la dynamique des blocs que tu décris, sociologique, une espèce de convergence vers cette forme achevée du libéralisme libertaire qu'est le macronisme. Parce que, par exemple, les bourgeoisies de droite, celles qui ont voté Fillon, se sont trouvées massivement dans le vote aux européennes derrière Macron. C'est ce que tu décris. Et Macron n'est pas spécialement conservateur. Donc on en arrive au fait que cette bourgeoisie libérale qui se voulait conservatrice se retrouve derrière Macron. Et donc l'échec de Fillon là-dessus, l'échec de cette droite conservatrice, est-ce que c'est pas un petit peu le triomphe ou finalement la forme achevée de l'idée que le libéralisme est total des Michéa, etc. Oui, alors là, il faut être prudent. Je suis très convaincu par le développement de Jean-Claude Michéa sur les liens importants, voire nécessaires, entre le libéralisme économique et le libéralisme culturel. Il y a une troisième sorte de libéralisme qui, lui, n'est pas du tout, comment dirais-je, induit par les deux autres, c'est le libéralisme politique, on y reviendra, la question des libertés publiques, notamment. Oui. Alors, d'une certaine manière, cette convergence s'était faite avant le macronisme, depuis à peu près 1983-1984. C'est-à-dire que les réformes libérales en matière économique adoptées par la droite, par exemple les privatisations, n'étaient plus remises en cause par la gauche lorsqu'elle succédait au pouvoir, et inversement, les réformes libérales au niveau des mœurs, par exemple, je pense au Pax, eh bien, étaient adoptées par la gauche, mais n'étaient pas sérieusement remises en cause quand la droite arrivait au pouvoir. C'était formidablement fonctionnel comme système, le gauche-droite. C'est-à-dire que justement, il y avait cette régulation, il y avait une régulation des tensions sociales dans le pays, des affects, par l'alternance gauche-droite. Et on était... il y avait ces grands mythes de la gauche, comme ces grands mythes de la droite, qui permettaient aux gens de patienter en se disant, sous Sarkozy, on attendait la gauche, et bien après, sous Hollande, certains ont attendu la droite, bon, ils n'ont pas eu exactement, mais et ainsi de suite. C'était parfait. C'est ce que Jean-Claude Michéa, toujours, appelait l'alternance unique, c'est-à-dire qu'au service d'une politique de plus en plus similaire, sous la haute autorité de l'Union européenne, eh bien, la gauche et la droite entretenaient quelque chose qui ressemblait de plus en plus à un simulacre, mais qui avait son efficacité psychologique et sociale. Les temps ayant changé, il est apparu possible et même nécessaire de profiter de l'élection présidentielle pour avoir une solution beaucoup plus radicale, beaucoup plus simple, et qui était pour ses concepteurs beaucoup plus porteuse de réformes, d'énergie réformatrice pour aller plus vite. Parce que là, forcément, la gauche et la droite devaient composer chacune avec sa composante populaire, peu libérale, et voilà, le train des réformes, d'adaptation de la France à la mondialisation, en était retardé. Donc ça a avancé dans le bon sens du point de vue de ces intérêts-là, mais ça a avancé un peu trop lentement. Ils ont voulu accélérer les choses, ils ont trouvé cette solution qu'est le macronisme, qui est une solution pour eux qui est à la fois très séduisante et très dangereuse. C'est quoi le macronisme au fond? C'est cette réunification à trois niveaux. Réunification politique, des gens de gauche, des gens de droite. Il y a quand même eu beaucoup de gens de gauche qui ont rejoint les ministères, les cabinets et les rangs de la République en marche, mais le Premier ministre est de droite, Bruno Le Maire vient de la droite, tout cela. Donc il y a bien c'est très sérieux, il y a bien cette réunification de la gauche et de la droite, on le verra encore lors des prochaines élections municipales.
Un cran en dessous, il y a une réunification idéologique, le libéralisme culturel et le libéralisme économique. Et enfin, il y a une réunification, comment dirais-je, à un niveau inférieur, mais à mon avis décisif, une réunification sociologique, c'est-à-dire la réunification de, pour faire simple, la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite. Et ce qui fait qu'au lieu d'avoir deux grands ensembles composites socialement, la gauche et la droite, on a maintenant une simplification dramatique des enjeux, et surtout, tout le monde, ce que je suis en train de dire, tout le monde le sait. Tous les Français savent pertinemment que le macronisme, c'est la France d'en haut, et à tout point de vue, qu'ils ont tous les attributs de la domination, à la fois financière et culturelle, et qui s'organisent entre eux pour diriger le pays, forcément davantage à leur propre profit, parce qu'on ne peut quand même pas demander à une classe sociale d'être totalement altruiste. Certes. Pour les Gilets jaunes maintenant, tu leur consacres un chapitre. En quoi, pour aller à l'essentiel, on pourrait en dire des tonnes, en quoi est-ce que les Gilets jaunes ont activé un conflit de classe? Et tu fais une analyse symétrique, tu décris ce qui s'est reproduit derrière, c'est-à-dire le parti de bain. Est-ce que tu peux nous parler de ce processus qu'ont révélé les Gilets jaunes? Alors, je n'aurais certainement pas écrit le livre, hein, par ailleurs, s'il n'y avait pas eu, au milieu du quinquennat d'Emmanuel Macron, ce phénomène, c'est même pas un mouvement, ce phénomène des Gilets jaunes. Mais il semblait que là, véritablement, la vie politique française devenait passionnante et qu'on rentrait dans un processus dialectique qui me paraissait assez clair et que j'essaye. Ce qui est intéressant quand vous identifiez un processus, c'est que vous pouvez le décrire jusqu'au moment où vous êtes en train d'écrire, mais que vous pouvez sans doute aussi un peu le prolonger, notamment vers 2022. Les Gilets jaunes, c'est pour moi effectivement ce que j'appelle un conflit de classe, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait la lutte des classes, c'est autre chose, mais le conflit de classe, c'est un conflit social majeur qui se produit sur la base d'une classe sociale, du jeu de classe sociale existant objectivement, mais par la dynamique même du conflit, ça provoque des prises de conscience et on passe, pour parler en termes très classiques, hein, toujours, de la classe en soi à la classe pour soi. Les gens prennent conscience d'eux-mêmes, de leur unité, de leur homogénéité, et ils le font essentiellement en prenant conscience de ceux qui ne le sont pas, et plus précisément de ceux qui sont en face d'eux. Et c'est par le jeu des détestations réciproques poussées à incandescence lors du mouvement des Gilets jaunes que à mon avis, c'est commencé à émerger un bloc populaire. Qu'est-ce qui est pour moi le cœur du phénomène des Gilets jaunes, phénomène qui me paraît exister très nettement en novembre, en décembre, encore un peu en janvier, en février, mais qui après s'étiole dans ses soutiens et surtout dans sa réalité physique et qui change peu à peu de nature. Lors des grandes journées, des grands actes des Gilets jaunes, en novembre et en décembre, il me paraissait évident, pour l'avoir constaté sur place quand j'avais travaillé pour le Figaro Magazine, notamment lors de l'acte 4, il me semblait évident, également en lisant les témoignages par rapport au rond-point, qu'on avait affaire à des gens qui avaient une certaine unité. C'était essentiellement des salariés du privé, mais des salariés d'exécution. Essentiellement, c'est les employés et les ouvriers du privé qui constituent près de la moitié de la population active. Ces gens-là, c'est pour ça que la gauche n'y était pas au départ. La gauche, c'est essentiellement désormais la fonction publique et plutôt le parti de la dépense publique, à la fois via les salaires, via les subventions, tout cela, et les aides diverses. Là, c'est pas le parti de la dépense publique, hein, pas du tout. D'ailleurs, ils se mobilisent contre une taxe, hein, c'est pas rien. Donc c'est un point de vue fiscal au départ qui les motive. Mais ils ont, c'est pas non plus la classe ouvrière, parce qu'il y a beaucoup d'employés, notamment parmi les femmes, qui se mobilisent. Et c'est les ouvriers que l'on rencontre, ce sont des ouvriers contemporains, c'est-à-dire des ouvriers ubérisés, des ouvriers qui passent leur temps à tenter d'avoir un CDI, mais qui la plupart du temps connaissent des périodes de précarité, de chômage, d'intérim, voire sont contraints de créer leur propre société. Donc il y a un noyau dur qui se crée et qui se renforce à l'occasion de ce conflit, qui prend confiance de lui-même dans la lutte, pour dire les choses en termes encore une fois très classiques. Et de ce point de vue-là, le bloc élitaire leur rend un immense service. C'est là où on rentre dans un processus véritablement dialectique, puisque la virulence des attaques dont ils ont fait l'objet leur a parfaitement fait comprendre comment on les considérait,
et leurs différences d'intérêt et de culture, leurs différences de destin, très importantes par rapport à cet ensemble élitaire, cet ensemble bourgeois. Là aussi, grande différence avec l'époque du clivage gauche-droite. Ce bloc, il a vocation à s'étendre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rester limité à lui-même s'il veut espérer devenir un bloc historique et prendre véritablement le pouvoir. Donc désormais, c'est la grande question est de savoir quelles sont les classes ou quelles sont les fractions de classes plus précisément qui vont le rejoindre, accepter de s'allier à lui. On voit bien que beaucoup de fonctionnaires, notamment de gauche, répugnent complètement à mêler leur vote ou à mêler leur pas avec cette population qui est centrale des Gilets jaunes. Vous avez cette question très importante, c'est là où le terrain de lutte, ça fait partie, c'est bien naturellement tous ceux qui ne sont quelque part, c'est presque 50% de la population, entre le bloc élitaire et le bloc populaire. Le bloc élitaire et le bloc populaire, je ne vais pas me caricaturer, c'est-à-dire je sais très bien que ça ne représente pas tout le monde. Il y a des classes moyennes, il y a des gens qui n'ont pas des identités sociales aussi précisément tracées, et ces gens-là, généralement, veulent faire vivre encore les signifiants de gauche et de droite. Ça leur permet de ne pas avoir à se situer par rapport à ce qui, à mes yeux, c'est toute la thèse du bouquin, est devenu le clivage principal, et cet affrontement, pour moi, est le moteur de la dialectique politique qui nous entraîne vers 2022. 2022, justement. Terminons là-dessus. Ton dernier chapitre et ta conclusion en parle. Tu as deux formules qui pour moi reviennent et expliquent un peu ta pensée. Tu nous dis qu'après une alternance unique, non pas Jean-Luc Michéa, on a affaire à une alternance impossible. Interdite, pardon. Impossible et donc interdite, impossible. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle est interdite dans un premier temps, et dans un deuxième temps, quelle est la suite? Quelle est la suite? On a eu la fin du clivage gauche-droite, on a aujourd'hui un axe qui est vertical. Est-ce qu'on peut assister à une défaite du bloc élitaire, et si oui, comment? Oui, alors le vote populiste, c'est pas le bloc populaire, et le vote Macron, ça résume pas le bloc élitaire. Il ne faut pas rentrer dans la distinction, mais bien sûr, c'est à partie liée. La traduction politique, forcément dans notre régime, c'est essentiellement la traduction électorale, et on voit bien coller, de manière dramatiquement d'ailleurs transparente pour l'opinion, le bloc élitaire et le vote macroniste. Et en sens inverse, toutes les études d'opinion montrent que le bloc populaire qui se constitue à l'occasion, qui prend conscience du même à l'occasion, donc qui se constitue à l'occasion des Gilets jaunes, eh bien, son débouché électoral principal, c'est le vote pour la liste Bardella et les perspectives de vote pour Marine Le Pen. Je sais que certains vont dire, mais non, en fait, le premier parti de France, ou en tout cas le premier parti populaire, c'est les abstentions. Oui, bon, c'est pas tout à fait vrai, je ne vais pas débattre ça, mais ça c'est une façon de ne pas affronter, à mon avis, les problèmes réels. Les Français ne s'abstiennent pas tant que ça à l'élection présidentielle, uniquement 20% d'abstention. Et ce qu'ils disent dans les sondages est tout à fait clair, et souvent d'ailleurs, le comportement qu'auraient eu les abstentionnistes d'après les études, s'ils étaient allés voter, ne diffère pas profondément du comportement de ceux qui se sont déplacés. Donc l'alternance, oui, je t'ai repris tout à l'heure, Étienne, parce qu'il y a effectivement autrefois il y a une alternance à laquelle on s'est habitué. Au fond, on savait que si Fabius succédait à Juppé et Juppé à Fabius, ça ne serait pas dramatique. Alors que dans les années 70, c'était quand même beaucoup plus tendu, parce qu'il y avait une composante sociale, une composante de classe, dans l'affrontement de la gauche et de la droite, qui rendait ce combat très violent. Là, la gauche et la droite, c'était devenu relativement inoffensif. Inversement, le schéma politique, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, schéma idéologique, souverainisme intégral ou bien libéralisme intégral, et le schéma sociologique, classe populaire, même bloc populaire et bloc élitaire, ça dramatise les enjeux. Et d'ailleurs, si tout le pari de Emmanuel Macron se repose sur un axiome, c'est-à-dire que Marine Le Pen ne peut pas être élue. Sauf que c'est pas du tout ce que disent d'une part, c'est faux. C'est faux parce que faire un schéma, c'est faux déjà par principe en réalité. Parce que c'est, comment dirais-je, ce genre d'affirmations ont souvent été démenties quand j'étais jeune, très jeune quand même. Je me souviens, adolescent, avoir entendu que la meilleure police d'assurance de Giscard d'Estaing et de la droite, c'était François Mitterrand.
que François Mitterrand ne pourrait jamais l'emporter. Évidemment, ce n'est pas le souvenir qu'on en garde désormais. Et que par contre, il fallait trouver des solutions intermédiaires, plus soft, comme Michel Rocard. On disait c'est beaucoup ça entre 1978 et 1980. C'est ce qu'il en est advenu. Donc, pour reprendre le fil de notre entretien, cette alternance aujourd'hui, elle est interdite au sens où toutes les autorités morales, philosophiques, religieuses, syndicales, politiques, etc., médiatiques également, ou à peu près toutes, nous expliquent que la victoire de Marine Le Pen, du Rassemblement national, du souverainisme intégral, est inconcevable. C'est même pas que c'est impossible, c'est que ce serait amoral. Ça serait quelque chose de... c'est hors du champ des possibles. C'est interdit, comme... voilà. Donc c'est un parti qui d'ailleurs... enfin, c'est assez curieux. Et donc ça dramatise les choses. Ça dramatise les choses que de possibilités. Soit effectivement Marine Le Pen est élue en 2022, à ce moment-là, c'est une commotion invraisemblable, c'est très difficile de concevoir ce que ça pourrait donner dans le pays. Soit elle est battue, et elle est battue dans des proportions similaires à celles que nous donne le dernier sondage, 45%, voire peut-être 48%, parce que les choses ont tendance à se resserrer par une logique presque abstraite du scrutin, comme ça, de notre mode de scrutin. Et bien à ce moment-là, ça provoque également une commotion moindre, mais ça te fait vivre ensuite dans un pays très particulier. Pourquoi est-ce que, c'est la question que tu me poses au fond, pourquoi est-ce que je pense que Marine Le Pen peut l'emporter? Je ne suis pas en train de dire qu'elle va l'emporter, et encore moins que je souhaite qu'elle l'emporte. Je dis simplement qu'elle peut l'emporter parce que d'ores et déjà, la notion de plafond de verre a volé en éclats. On était à 33%, ce qui était déjà historiquement très élevé. Pas du tout. Le plafond de verre, moi je l'ai connu. C'est la formule de journaliste. C'est l'avantage de l'âge, je l'ai connu à 10, à 15, à 23%, à 33%, ça on a tous connu. Hein. C'était le second tour de la présidentielle. Les 3 sondages nous disent cette année qu'elle ferait 43%. Alors c'est pas un pronostic, etc., mais ça veut dire quand même que 43% d'échantillons, à un moment donné, a déclaré qu'il allait voter pour Marine Le Pen. Et le dernier sondage, publié sur le sujet, nous dit 45%. Il y a pas mal de raisons à cela. D'une part, le bloc, allons un peu en profondeur, le bloc élitaire génère son antithèse et rassemble contre lui. C'est un phénomène de cristallisation, d'émantisation de la vie politique. Et donc, c'est tous ces gens qui se sont retrouvés de manière acharnée contre le pouvoir en place, et pas seulement le pouvoir de Macron, tout le pouvoir, tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'on a parlé de populisme, voire de poujanisme pour les Gilets jaunes. Ces gens-là, ils sont animés d'une détermination et d'une rage qui, pour tous ceux qui n'ont pas voté auparavant pour le Rassemblement national, peut les entraîner à voter pour Marine Le Pen. Justement, ils vont choisir la principale opposante, c'est les sondages qui le disent encore une fois, au pouvoir en place. Donc il y a un phénomène de construction en symétrie, de jeu de miroir. C'est même un modèle un peu mimétique, pour parler comme Girard, qui est en train de se dérouler. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que si Emmanuel Macron prend en charge à peu près correctement les intérêts du bloc élitaire, il est perçu par les 2 tiers des Français, ça tous les sondages le montrent, comme étant un président qui ne sert pas efficacement leurs intérêts. Certains parce que le trouvent simplement inefficace, d'autres vont beaucoup plus loin, ils sont très nombreux, à considérer qu'eux-mêmes ils se désintéressent de leurs intérêts et qu'ils dirigent contre leurs intérêts et surtout qu'ils les réforment contre leurs intérêts. C'est ça qui est important, c'est qu'Emmanuel Macron est porteur d'un projet de réforme radicale. Il ne peut pas y renoncer, sinon ses soutiens et même les donateurs de sa campagne ne trouveraient plus leur compte et chercheraient une solution de rechange. Et s'il continue ces réformes radicales, c'est ce qu'il fait pourtant, regardez la réforme, je pense plus encore qu'à la réforme des retraites, la réforme de l'indemnisation du chômage, eh bien tout cela braque contre lui des catégories entières. Dernière chose, la base d'une société pyramidale est par définition plus large que son sommet, et puis aussi, il y a peut-être un élément qui lui est plus superficiel, plus politicien, plus de la nature des sondages d'opinion, disons, c'est bien sûr l'illusion du pouvoir. Cette fois-ci, Emmanuel Macron sera un président sortant. Il n'avait pas tant que ça cristallisé l'espérance, puisqu'il a été élu avec 24% en réalité en 2017. Mais enfin, au second tour, les gens, peu ou prou, s'étaient ralliés à lui.
Là, aujourd'hui, il aura mobilisé contre lui et renforcé une opposition très forte. Il aura nourri d'une certaine manière, pas par volonté, mais par mécanique politique et sociale, le vote pour le Rassemblement national. Mais aussi, il aura donné beaucoup moins envie à beaucoup d'électeurs de gauche, notamment, il y a encore des électeurs de gauche, eh bien, il aura donné très envie à ces électeurs de s'abstenir. Et il aura aussi coalisé, comme tout président en fin de mandat, coalisé les mécontentements de toute origine, y compris ceux dont il n'est absolument Tu pas veux dire responsable. que au lieu d'un barrage au Front National, il peut y avoir un barrage à Macron? C'est tout à fait ça, bien sûr. C'est-à-dire, pour le dire autrement, tout le monde a bien compris que Marine Le Pen était la condition d'arriver au pouvoir en 2017 d'Emmanuel Macron. Sans la certitude que Marine Le Pen soit au second tour tiré des sondages, il n'y a pas d'opération Macron. Et qu'effectivement, Marine Le Pen a été le meilleur atout d'Emmanuel Macron en 2017. Je pense qu'aujourd'hui, Ça peut être l'inverse. c'est l'inverse, c'est-à-dire le principal atout, le principal Marine argument Le Pen, électoral c'est- de Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers une défaite d'Emmanuel Macron en 2022? Ça, je n'en sais rien, personne n'en sait rien. Je dis simplement que cette défaite est possible et que pour l'instant, je ne la vois pas prendre d'autres formes. D'accord, bah écoute, merci. On va en rester là. Merci à toi.